Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Podcast et Vélo, le podcast où le cycliste s'écoute autrement. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre forte, inspirante, avec un jeune cycliste qui bouscule les codes du sport et de la vie. Laïs Joly-Brunet a 17 ans, il est hémiparésique de naissance suite à un AVC, mais ça ne l'a jamais empêché de rouler. Il a déjà traversé l'Auvergne, longé la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique, et depuis, il grimpe les codes, participe au stage de la jeunesse nationale, engagé en handisport et en compétition valide. Laïs est un jeune qui roule loin, vite et avec la tête bien sur les épaules. Bonjour Laïs. Bonjour. Alors, comment tu te définirais en une phrase, Laïs? Moi, je suis cycliste handisport qui court sur le milieu paracycliste et valide. Et je commence à avoir un bon niveau. J'ai 17 ans. Ouais, on va revenir sur ton niveau parce qu'effectivement, j'ai été voir un petit peu ton classement et tu as des points UCI, on va y revenir un petit peu plus tard. Si on reprend depuis le début, Laïs, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et comment tu es tombé amoureux du vélo? Comment ça se fait que tu as choisi le vélo? Moi, je viens d'une famille où le vélo fait partie du mode de transport. On fait du vélo comme moyen de déplacement en mobilité douce. Donc à la base, c'est pas du tout un sport en compétition dans ma famille. Et j'ai été mis sur un vélo tout petit et j'ai commencé à faire des voyages très jeunes jusqu'à 2021 où à ce moment-là j'ai commencé à vouloir faire de la compétition et à progresser, à avoir un bon niveau. Et j'ai fait mes premières compétitions en 2023. Du coup, là, je suis sur ma 3e saison. Donc, le vélo, à la base, c'est un mode de transport juste pour les vacances ou vous l'utilisez aussi au quotidien? Non, c'est un mode de transport au quotidien et pour les vacances, mais c'est vraiment en tant que mobilité douce. Ok. Je l'ai dit et tu l'as dit dans ta présentation, tu es hémiparésique. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui n'auraient pas le terme? Alors, moi, je suis hémiplégique. Une hémiplégie, c'est une paralysie d'un des côtés du corps, paralysie complète, paralysie de tout le côté, mais sans être complètement paralysé, où du coup, pour moi, je suis paralysé à droite et ma main droite, avec, je ne peux pas faire grand-chose. Et j'ai beaucoup moins de force sur la jambe droite, ainsi que 2,5 cm d'écart entre les deux jambes de longueur. Ça implique quoi au quotidien, en dehors du vélo? Ça implique de pas pouvoir porter des choses avec la main droite. Moi, je ne peux que poser sur mon avant-bras. J'ai pas assez de poigne pour porter un plat pour la cuisine, par exemple. Ça implique de pas pouvoir couper sa viande quand c'est trop dur. Voilà, surtout c'est surtout pour la cuisine que c'est compliqué. Et après, ça implique d'autres choses, mais on s'y habitue et on fait avec. Il y a pire. Ok, c'est marrant de t'entendre dire ça parce que quand tu en parles, on dirait que c'est pas si handicapant que ça et que finalement tu t'en sors bien et c'est parce que probablement que tu t'en sors très bien malgré ça. Est-ce que avec le vélo, ça t'a procuré quoi? Tu considères que c'est un espace de liberté ou c'est un autre défi? Ou alors c'est vraiment juste le fait de te déplacer et qu'un jour tu te dis je vais vraiment faire comme mes parents et me déplacer à vélo? Juste pour revenir sur ce que tu dis, que ça, t'as l'impression que ça m'handicape pas trop, c'est surtout parce que en fait, je côtoie le monde paracycliste avec des handicaps très différents, et c'est là que je vois que je suis loin d'être le plus handicapé et d'être le plus à plaindre. C'est pour ça que je relativise, et voilà. C'est top, c'est vraiment bien comme mentalité et c'est assez bluffant. Moi, honnêtement, je suis bluffé par ce que tu dis parce que on a beaucoup de gens qui eux n'ont parfois rien et se plaignent et toi tu t'es porteur d'un handicap et tu estimes que ça va encore parce qu'il y a pire. Donc c'est vraiment une belle mentalité. Oui.
Ouais, donc le vélo pour toi, c'est un espace de liberté ou c'est après avoir débuté, tu vas le vivre comment? Bah, le vélo, oui, pour moi, c'est un espace de liberté, une échappatoire aux problèmes de la vie quotidienne que je peux rencontrer, entre autres à cause du handicap quand même. Et après, j'adore ça pour la liberté, les paysages que l'on peut voir, la vitesse, la sensation de vitesse quand on commence à en prendre dans les descentes. Et puis, je suis fier d'être cycliste avec mon bronzage aussi, donc j'aime bien aller rouler quand il fait chaud pour accentuer le bronzage. Ok, ben on y reviendra un peu après, mais au tout début, ça a quand même dû. Enfin, quand je dis qu'on y reviendra après, on reviendra sur tout le matériel dont tu as besoin pour pouvoir rouler. Mais au début, ça doit quand même être un vrai défi parce que se mettre à faire du vélo quand on est 100% valide, c'est déjà une étape. Mais alors, en étant porteur d'un handicap, c'est encore un défi en plus. Est-ce que tu te souviens comment tu as vécu ça? Bah, c'est sûr que c'est une expérience, c'est dur. Moi, j'ai vécu ça petit à petit parce que au début, j'avais un vélo, un VTT cintre plat, tout ce qui est de plus basique, et où du coup, j'avais juste besoin d'avoir tout à gauche et d'un coupleur de frein, mais pour pouvoir avoir qu'une commande pour les deux freins, ce que j'ai toujours, mais au tout début c'était les premiers prix, trucs basiques, donc ça allait. Et parce que je faisais juste des tout petits tours, j'avais 10 ans, je faisais à peine 10 kilomètres à chaque fois, voilà. Ok. Donc tu nous as dit que tu es hémiplégique exactement. Cette naissance, c'est suite à un AVC à la naissance. Et pourtant, en plus de faire du vélo, tu fais du vélo à haut niveau, même à très haut niveau. C'est une belle leçon de détermination. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta pratique du cyclisme au quotidien malgré cette hémiplégie? Je vais juste préciser, Ouais. je suis aussi épileptique, je suis hémiplégique et épileptique, donc je fais des crises d'épilepsie parfois, mais quand je suis plus sous traitement, là je suis sous traitement et ça arrête les crises. Ouais. Mais voilà. Et après, sinon, ma pratique du cyclisme au quotidien, en fait, il y a 2 ans, quand j'étais en troisième, j'étais au collège à 5 kilomètres de ma maison et j'avais pas de transport scolaire, donc j'y suis allé à vélo pendant toute l'année scolaire, pendant tout l'hiver, en sachant que j'habite en Auvergne, donc il fait pas très chaud l'hiver. Voilà. Et après, maintenant, la pratique du cyclisme, c'est toujours un peu pour de l'utilitaire, des déplacements quand il y a besoin. Et après, sinon, c'est beaucoup en entraînement, parce que j'ai un coach, j'ai capteur de puissance. Je m'entraîne vraiment comme il faut. Ok, mais c'est pas étonnant quand on voit les résultats que tu as en course UCI, en Coupe du Monde UCI. Effectivement, on se doute bien qu'il y a beaucoup d'entraînement et de travail derrière tout ça. Il y a ici des questions que je vais poser qui vont te sembler un peu, on dit qu'il n'y a pas de questions idiotes, mais je connais déjà la réponse, mais c'est des questions surtout pour que les gens qui nous écoutent puissent se rendre compte de comment tu vis en tant que cycliste. Donc, sois pas surpris par les questions, c'est vraiment pour faire comprendre aux gens qui connaîtraient pas du tout le handisport ou le handicyclisme ici dans ton cas, quels sont les défis auxquels tu dois faire face tout au long de ta pratique, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais en fait, tu as un coupleur de frein et une commande spéciale à gauche parce que, comme tu l'as dit, tu sais pas faire grand-chose avec ta main droite. Donc, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, en fait, avec ma main droite, je peux juste la poser sur le cintre à différents endroits, mais juste la poser et je peux rien faire d'autre. Et du coup, j'ai un coupleur de frein, un coupleur en T, où il y a en fait du côté de la cocotte, il y a un câble qui arrive
Et de l'autre côté, il y en a deux qui ressortent, un qui part sur le frein avant et un qui part sur le frein arrière. Et en fait, j'ai des molettes pour régler le freinage avant et arrière séparément. Donc voilà. Et après, pour les changements de vitesse plateau, en fait, je suis en électronique, en SRAM Red AXS. Et ça permet avec l'électronique, je peux avoir un mode, le séquentiel, qui permet de pas passer les plateaux. En fait, je gère juste les pignons, et en fonction de où est-ce qu'est la chaîne sur la cassette, pour pas que ça se croise trop, les plateaux montent ou descendent automatiquement. Ok. Ah, c'est pratique ça. Donc l'électronique sur le vélo t'aide beaucoup. Oui. Donc c'est grâce à ça que je peux passer sur l'électronique et gagner encore en fluidité de passage de vitesse. Oh, bah oui, mais ça veut dire que si on voyait ton vélo, t'as un vélo qui est pas très différent d'une personne valide. Non, à première vue, de loin, on voit pas du tout que c'est un vélo d'une personne en situation de handicap. Et après, les seules modifications vraiment visibles, c'est le coupleur de frein au centre du cintre, et puis une cale sur la pédale droite pour compenser les 2,5 cm d'écart que j'ai. Ok. Tu parlais de capteur de puissance parce que tu es suivi, etc. Tu t'entraînes bien. Est-ce qu'avec ton capteur de puissance, est-ce qu'il fait équilibre jambe gauche, jambe droite? Pas encore. J'ai pas encore réussi à investir là-dedans, mais c'est l'idée pour plus tard. Par contre, j'ai fait des tests pour la force. J'ai fait un test isocinétique, ça s'appelle. Et on a pu mesurer mes différences de force entre jambe gauche et jambe droite. Et au maximum, j'ai 3 fois plus de force dans la jambe gauche que dans la jambe droite. Ah oui, ok. Donc, je veux dire que si tu es capable de mettre 200 watts à gauche, 300 à gauche, tu vas pouvoir mettre 100 watts à droite, quoi. Ça dépend des fois, ça dépend de comment est-ce que je suis placé, mais oui. Ok. Et toi, quand tu pédales, tu sens qu'il y a une différence entre ta jambe gauche ou ta jambe droite au niveau de la force que tu es capable d'y mettre? Tu sens vraiment qu'il y a un manque dans la jambe droite? Oui, je sens. Oui, c'est flagrant. Ok. Et après, sur la position aussi, je suis un peu comme un. Enfin, j'ai mon épaule gauche qui est beaucoup plus haute que mon épaule droite. Ok. Et pour le coup, quand quelqu'un me voit sur mon vélo, c'est tout de suite repérable que je suis en situation de handicap grâce à ça. Ok. Mais ça veut dire qu'en plus de travailler tout l'aspect cyclisme qu'on travaille tous, toi tu dois travailler le geste parce tu le fais pas instinctivement. Tu dois travailler la posture et ça doit te fatiguer plus. Ah oui, moi c'est ça. En plus, je fatigue plus rapidement, et puis mon pied droit, j'arrive pas à garder le pied dans l'axe de la pédale en permanence. En fait, il fait du gauche-droite permanent. Mon pied droit, il est pas fixe, et donc je perds beaucoup d'énergie là-dessus aussi. Donc oui, c'est ça. Ok. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu as fait une étude posturale. Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Tu as vraiment senti une différence entre avant et après? Oui. Déjà, c'est là qu'on a pu se rendre compte vraiment de l'importance de ma différence de longueur entre les deux jambes, et du coup adapter ça avec des cales, tout ça. Et aussi, on s'est rendu compte que j'avais vraiment une position vraiment qui était pas du tout adaptée à ma taille sur le vélo, tout ça. J'étais beaucoup trop bas. La selle était trop basse. Et puis oui, ça permet. J'ai eu beaucoup de gains grâce à cette étude posturale. Ok.
est-ce que malgré ton vélo qui est adapté, est-ce qu'il y a certaines manœuvres qui sont encore difficiles à faire ou est-ce que à force de t'entraîner, c'est devenu un peu instinctif? Bah, j'ai des manœuvres qui sont difficiles à faire, voire impossibles. Comme par exemple, je peux à l'arrêt d'un feu, à l'arrêt un feu, moi je peux pas rester sur mon vélo en équilibre, vraiment pas du tout, parce que j'ai pas beaucoup d'équilibre justement. Donc je suis obligé d'enlever une des deux jambes, de poser pied à terre pour m'arrêter. Et puis après, sinon, du fait de ma différence de longueur de jambe, je suis obligé de partir avec la jambe droite clipsée, parce que si je pars avec la jambe gauche, ma jambe droite étant plus petite, je touche pas par terre si j'ai ma jambe gauche qui est déjà clipsée. Et après, un gros problème aussi, c'est pour les départs. Moi, j'ai du mal à clipser. Je pars jambe droite clipsée et je mets du temps à clipser ma jambe gauche au départ. Du coup, à chaque fois, je perds des positions et du temps là-dessus au départ. Ok. Et c'est quelque chose que tu peux travailler, ça, ou ça sera toujours le cas? Bah, les départs, c'est quelque chose que je peux travailler et que je travaille et je vois des améliorations. Je perds de moins en moins de temps. Mais par contre, le fait d'être obligé de devoir partir sur la jambe droite, ça, c'est pas, ça va pas être, je vais pas pouvoir le travailler et c'est comme ça et j'y peux rien. Ok. Est-ce que quand tu es sur ton vélo, est-ce que tu te sens, alors c'est un terme un peu générique, mais à égalité malgré tout, ou tu sens qu'il y a quand même des différences? On reviendra sur tes compétitions valides après, mais est-ce que tu as l'impression de te sentir à égalité quand tu fais du vélo, ou il y a des choses qui devraient être encore modifiées, changées pour que ce soit le cas? Bah, sur les courses valides, non, je me sens pas, niveau physique, je me sens pas à égalité parce que je suis handicapé et donc forcément j'ai un handicap par rapport à ceux qui sont valides. Donc non, je me sens pas à égalité. Et puis c'est de mieux en mieux, mais il y a encore des grandes améliorations à faire sur l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde valide, dans le monde du sport valide et dans le paracyclisme. Et puis parce que je le vois en fait, pour la plupart des cyclistes valides, ça les dérange pas que je sois avec eux, que je fasse la course, mais il y en a toujours quelques-uns qui disent que un paracycliste n'a rien à faire dans une course valide, qui va faire tomber tout le monde et qui sont là à me donner des coups de coude pour me faire tomber ou à m'insulter. C'est de mieux en mieux, mais c'est quand même, il y a des améliorations à faire. Alors, donc il y a des gars, quand tu cours en course valide, de un, ils ont des commentaires déplacés parce que tu tombes pas plus souvent qu'un autre, mais en plus de ça, ils essayent de te faire tomber. Ça peut arriver, oui. Ok, on est vraiment, on est dans un podcast friendly, donc je vais pas dire le fond de ma pensée, mais c'est pas terrible, quoi. Non. C'est pas terrible du tout. Et alors tu parles du fait d'améliorer les compétitions pour les non valides en course, hein. Toi tu cours en FFC, mais dans le quotidien aussi, enfin moi je prends je vais travailler dans des bâtiments publics tous les jours, je prends des transports en commun, etc. Même dans le quotidien, il y a plein de choses moi je trouve ça aberrant qu'en 2025 il y a plein de choses en fait qui sont mal pensées ou qui sont pas pensées du tout pour les personnes porteurs d'un handicap. Oui, bien sûr, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais c'est sûr que la société ne fait pas tout pour inclure les personnes en situation de handicap et on est beaucoup marginalisé et mis de côté dans la vie de tous les jours. Yeah, c'est clair, c'est clair. Si tu devais améliorer ton matériel, est-ce que tu estimes que là, tu as déjà un vélo qui
qui est le vélo de tes rêves, ou il y aurait encore des choses que tu devrais aménager pour vraiment être au top du top? Je parle pas ici d'un vélo en mode ouais, j'aimerais bien telle marque en carbone parce que Oui. il va plus vite, mais je veux dire au niveau matériel, pour être performant et pour être confortable, est-ce qu'il y aurait un gap entre le vélo que tu possèdes maintenant et celui qui serait l'idéal? Bah, oui, il y a encore des améliorations à faire. La principale, ça serait d'avoir un cintre sur mesure pour que, en fait, la partie droite soit plus près de moi que la partie gauche, parce que mon bras droit est aussi plus court que mon bras gauche. Donc, il y aurait ça à faire, un cintre sur mesure, mais ça coûte aussi cher qu'un vélo quasiment. Et du coup, c'est compliqué. Après, c'est le principal truc qu'il faudrait que j'ai encore pour m'améliorer. Sinon, le reste, j'ai déjà pas mal de trucs qui sont là pour que ça se passe bien, on va dire. Et d'ailleurs, tu as reçu un chèque d'environ 3 500 € récemment. C'est un soutien qui est très important et surtout, ça prouve qu'il y a des gens derrière toi qui croient en tes projets pour l'avenir. Oui, ça fait 2 ans qu'il y a 2 associations qui me suivent et qui me soutiennent, ainsi qu'un Rotary Club. Et c'est sûr que ça fait du bien parce que le cyclisme en général, ça coûte cher déjà. Après, le paracyclisme, ça coûte encore plus cher parce que moi, il faut les adaptations pour mon handicap qui comme c'est pas très connu, forcément, ça coûte cher. Et des fois, il faut faire importer d'autres pays les pièces. Et puis en plus, il n'y a pas beaucoup de courses paracyclistes, donc forcément, c'est souvent loin. Et du coup, il faut payer les déplacements, l'hébergement et tout ça. Donc ça monte vite la note. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, j'ai vu que tu étais dû faire des courses à Ostende, ici en Belgique. Oui. Donc forcément, ça fait quand même un beau trajet pour toi quand tu as payé l'essence, le logement, les payages. C'est clair que ça fait un gros montant pour venir faire une compétition. Et parce qu'en fait, il manque de compétition. En moi, de souvenirs, je pense que je connais une compétition pour les cyclistes handisport. Je crois que j'en connais une par an sur des centaines d'autres compétitions que je connais pour les valides, quoi. Oui. Donc. Oui, ça dépend des pays aussi, mais il en manque, c'est sûr qu'il en manque beaucoup. Nous, en France, on a une compétition paracycliste par mois à peine, on va dire. Là, c'est pas beaucoup, effectivement. C'est pas du tout beaucoup. On va faire une petite parenthèse pour sortir un peu du monde du vélo sportif. On y reviendra après. On parlera de tous tes projets et tout ce que tu as déjà réalisé. Il y a quand même des choses qui sont vraiment incroyables. Mais pour revenir sur plutôt des voyages que tu as pu faire, hein, tu disais en début de podcast que le vélo pour toi, ça te permettait de voyager au quotidien, mais ça t'a permis et ça te permet encore de voyager sur des grands voyages. Donc avec ton papa, t'es parti pendant 2 mois et demi jusqu'à Cadix. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce périple? Oui, c'est ça. À l'hiver 2021-2022, on est parti avec mon père et un ami. On est parti le 1er novembre depuis notre Puy-de-Dôme de là où on habite. Et l'objectif, c'était d'aller au point le plus au sud de l'Europe. Parce que moi, comme toi, je suis fan de géographie et c'est ça qui m'a mis au cyclisme aussi, la géographie. Et du coup, on est parti, c'est ça, on a mis 52 jours pour arriver à Cadix. On a fait 2700 km. On était en mode voyage lourd quand même, parce qu'on avait 35 à 45 kilos de bagages. On était en bivouac en permanence, donc pas d'hôtel, pas de camping. Et on faisait entre 40 et 80 km par jour.
On est parti début novembre d'Auvergne, donc il faisait pas chaud et on était quasi en négatif avec la neige. Et au début on pensait couper à travers l'Espagne pour gagner en kilomètres, couper à travers la Mancha, la grande plaine, mais qui est à plus de 1000 mètres d'altitude en moyenne. Et en fait, on s'est retrouvé à rester au bord de la Méditerranée tout du long, parce que dès qu'on rentrait dans les terres, il faisait assez froid, ce qui est normal pour cette saison, pour le mois de novembre-décembre. Mais c'était plus sympa quand même, la Méditerranée. Et du coup, oui, c'est ça, on est arrivé pour Noël à Cadiz, un lieu où j'étais déjà allé en vacances, pas en vélo, mais parce que j'ai mon oncle qui y a habité, et donc qui a un pied-à-terre. Et après Noël et le Nouvel An, on est descendu jusqu'à Tarifa, et on est remonté en véhicule avec des Français un peu plus tard. Ok, mais ça c'est vraiment, en plus le bikepacking ça se développe vraiment pour le moment. Moi, pour te donner un peu l'idée, moi j'adore ça, j'ai fait ça en Allemagne il y a 2 ans, et là ici je vais repartir probablement la semaine prochaine en bikepacking. C'est vraiment la liberté, tu vois, c'est top, mais se dire que t'as fait ça l'hiver à 12 ans, je suis impressionné, tu vois. Je crois que t'avais 12 ans à peu près, non? 13 ans, c'est un truc de fou, tu vois, tu pars avec tes bagages, c'est combien de kilomètres entre chez toi et le lieu d'arrivée, plus ou moins? On a fait 2700 kilomètres. Et en fait, la saison sur laquelle on est parti, c'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, c'est mon père, parce que lui, il est maraîcher. Donc, le jardin, c'est la seule saison où on peut partir longtemps sans parce qu'il n'y a pas grand chose à faire au jardin à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on est parti en hiver. Et après, en sachant qu'on a longé la côte méditerranéenne, on est bien content d'être parti en hiver, parce que la plupart du temps, c'est des côtes ultra touristiques et qui en été sont bondées, et où il fait ultra chaud. Et en fait, là, nous, on y est passé au mois de décembre, quand c'était des villes qui sont ultra touristiques l'été, qui là étaient des villes fantômes avec personne. C'était impressionnant. Ouais, c'est même peut-être plus agréable, parce que tu dois pas zigzaguer entre la circulation, les piétons, etc., quoi. Ah bah c'est sûr. Oui, moi je me serais pas vu faire ça en plein été. Ah non, c'est clair. Et puis la chaleur aussi, parce que là tu dis il faisait froid, mais il faisait quoi, entre 5 et 15 degrés environ? Bah, sur la côte, il faisait, oui, entre 8 et 18 même. Ouais, donc ça va encore, quoi. Oui, mais je disais, il faisait froid, surtout quand on rentrait dans les terres. Oui, et puis la nuit aussi, vu que tu dormais en tente. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais, j'avais une question et je l'ai oubliée. Toujours à propos de ça. Attends, ça va me revenir. Si ça me revient pas, c'est pas grave. Hein. Tic. Ah bah je sais plus. Ah ouais, t'as une idée du poids des bagages que vous avez transportés à 3? À 3, tout confondu, on devait être à 115-120 kilos. Ah, ça va encore, hein. C'est lourd, mais je connais des gens qui partent avec beaucoup plus, quoi, tu vois. Donc, oui, bah, c'est sûr, mais après, faut les transporter. Ah ouais, bah c'est clair. Ouais. En sachant que nous, on faisait pas forcément au plus simple, on a pris des pistes. Moi, je me souviens d'un endroit sur la côte où on s'est fait une côte justement 1 kilomètre avec 100 ou 200 mètres à 30%. Ben, c'était très dur. Tu m'étonnes. T'aurais un souvenir marquant de ce voyage, un truc qui t'a marqué positivement, où tu t'es dit un truc où tu t'es senti vivre, ou que tu as adoré, un lieu que tu as visité qui t'a marqué? Il y a un truc comme ça dans le voyage qui t'a marqué? Bah, il y en a pas mal, mais moi, ce qui me vient en tête, c'est on a visité le désert de Tabernas, à côté d'Almeria, un peu au nord-est, un désert où en fait il y a pas mal de films des années 70-80 qui ont été tournés, comme les Indiana Jones par exemple.
Et du coup, on a fait une nuit en hôtel, on a laissé nos affaires et on est allé en léger visiter les canyons du désert. Et c'était impressionnant déjà, donc ça m'a marqué. Et en plus, à la sortie d'un canyon, on a croisé un véhicule immatriculé dans le département voisin de celui dans lequel on habite, et dans lequel aussi on a habité plus tôt. Et en fait, on les a arrêtés parce qu'on s'est dit que c'était drôle, et on s'est rendu compte que c'était la fille d'un très très bon ami à mon père. Et ça fait 25 ans qu'ils se connaissent, et que lui a connu cette fille quand elle était toute petite, et là elle était en voyage, donc c'était drôle. C'est le truc le plus marquant, même s'il y en a il y a plein de moments qui m'ont marqué pendant ce voyage. Ah bah ouais. C'est marrant, c'est toujours quand tu vas au bout du monde que tu croises quelqu'un que tu connais dans un désert où il est censé avoir personne, quoi. Oui, c'est comme quoi le monde est petit. Ah bah oui, bah c'est clair. Moi, je suis convaincu que le monde est petit, et c'est pour ça que si vous croisez Laïs en course, évitez de lui mettre des coups de coude parce que franchement, c'est complètement idiot, et on est tous sur un caillou malgré nos différences. Il faudrait peut-être mieux qu'on s'entende plutôt que faire des conneries de ce genre. Est-ce que bah, tu expliques que c'est un moment qui t'a transformé. Pourquoi tu estimes que ce voyage, il t'a transformé? Comment il t'a transformé? Bah, j'ai rencontré la grandeur du monde, parce que à cet âge-là, on se rend pas forcément compte de la taille du monde, de la diversité de la population, des lieux, tout ça. Et puis après, ben, ça m'a transformé, parce que j'ai passé 2 mois à dormir en tente toutes les nuits, du coup en extérieur, dans le froid. Je me suis dit, et puis j'ai vu des personnes sans abri qui dorment tout le temps comme ça. Donc je me suis dit qu'on avait beaucoup de chance quand même, nous Français et même Européens, mais dans la société dans laquelle on vit, d'avoir un toit pour la plupart. On vit plus ou moins bien, mais quand même, on va dire, par rapport à... Parce qu'en Andalousie, là où on est allé, il y a beaucoup d'exploitation de personnes du Maghreb, parce que c'est la porte d'entrée vers l'Europe. Donc c'est là qu'on voit, et puis des champs de plein de légumes différents. Mais moi, j'ai quelque chose qui m'a marqué négativement, mais qui m'a marqué aussi, c'est d'avoir goûté des choux de Bruxelles à côté d'Almeria, des choux de Bruxelles où on avait le goût des pesticides et non pas le goût du chou de Bruxelles. Et on voyait ces personnes de couleur qui étaient dans les champs, exposées en plein soleil, à travailler 13 heures par jour. Voilà. Ouais, c'est clair. Et surtout que tu as été dans une région, l'Andalousie, où on sait qu'il y a une espèce d'esclavage moderne, comme tu dis, avec les personnes qui viennent du Maghreb et qui viennent pour avoir un avenir meilleur, et qui se retrouvent à travailler pour une bouchée de pain, et voire parfois pour rien dans ces potagers du sud de l'Europe, quoi. Et puis c'est souvent ils sont clandestins, ils n'ont pas de papier, leurs employeurs ne leur font pas de papier non plus. C'est très compliqué. Ouais, c'est clair, c'est clair. On va revenir à... Enfin, si tu as quelque chose à rajouter sur ton voyage en travers le sud de l'Europe? Non. On va retourner parler un peu de compétition, et on va parler un peu de ton palmarès. T'es toujours licencié à l'Avernia Multisport, handisport? Non, depuis... En fait, au début du podcast, tu disais que j'étais licencié au Vélo Club Ambertois. C'est plus le cas depuis plusieurs années. Okay. C'était ma première licence, mais sur la saison 2023-2024, j'ai été licencié au Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Ah ouais. Parce qu'en seconde, j'étais dans une section cyclisme là-bas, et où du coup, on est affilié au club de Villefranche. Donc j'ai été licencié là-bas,
Et cette année, là, sur l'année 2024-2025, je suis licencié au club, à l'Étoile sportive Sénaux, à côté d'Annecy, qui est en fait un club cycliste et qui a la double affiliation FFC et FFH, la Fédération française handisport. Et du coup, c'est le plus gros club paracycliste français, avec beaucoup de paracyclistes. Là, on est une grosse vingtaine dans l'équipe paracycliste. Et cette année, c'est mon club, justement. C'est quand même pas si proche que de chez toi, Annecy. Non. Mais en fait, moi, je vais pas m'entraîner avec eux. Je suis à ce club-là pour avoir la licence, pour pouvoir courir en FFC et en paracyclisme. Et puis aussi, en fait, du fait que ça soit le plus gros club français, et puis il y a un des dirigeants qui est voué au paracyclisme. Il est vraiment à fond là-dedans. Et du coup, tous nos déplacements, les hébergements sont défrayés. Et c'est un gros plus quand on est en paracyclisme. Ouais, surtout, comme tu le disais, vu qu'il n'y a pas beaucoup de compétition, c'est toujours loin. Donc, si tu es défrayé, c'est quand même déjà un bon avantage, quoi. Oui. Enfin, un avantage. Je sais pas si on peut parler d'avantage quand c'est pour faire sa passion, mais c'est vrai que les voyages sont souvent très chers et donc, si c'est défrayé, c'est vraiment le top. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton palmarès récent ici, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe du Monde UCI? Là, si je reste sur la saison 2025, là, en mi-juin, il y avait les championnats de France où j'ai fait 6e sur la course en ligne et 6e sur le contre-la-montre dans ma catégorie de handicap. Je pourrais expliquer les catégories parce que c'est très complexe aussi, mais c'est intéressant à connaître. Et du coup, 6e, oui, sur les championnats de France, en sachant que aussi la France, c'est une des plus grosses nations mondiales de paracyclisme. Donc, en fait, sur les championnats de France, c'est un niveau jeux paralympiques. Ok. Pour de vrai. Parce que ceux qui sont sur le podium ou champions de France cette année, c'est ceux qui sont champions paralympiques 2024 à Paris, quasi. Ouais. Et donc toi, dans cette masse-là, tu fais 6e. 6e sur 17, oui. Donc on voit là vraiment le niveau que tu as. T'as 17 ans. Parce que c'est vrai qu'on va parler un petit peu des catégories. En course valide, tu cours avec les juniors. Donc oui, je suis en U19 et puis je suis en Access 1 aussi. Ouais. Du coup. Et dans les catégorisations de la fédération handisport, là c'est homme ou femme, donc men ou women, et alors après c'est C et un numéro qui distingue en fait la nature de l'handicap, etc. Donc toi t'es en men C3 et il me semble qu'il y a 5 niveaux, c'est ça? En fait, il y a déjà, si on part de plus haut, il y a 4 types de vélos. Il y a ceux qui sont en tandem, c'est les déficients visuels. Ceux qui sont en tricycle, c'est les handicaps moteurs lourds. Il y a ceux qui sont en handbike, donc c'est les vélos couchés, on pédale avec les mains. Là, c'est tous ceux qui ont des atteintes aux jambes. Et ceux qui sont en vélo solo, un vélo comme connaissent les valides. Et en fait, oui, dans chaque type de vélo, mis à part les tandems parce que c'est autre chose, mais dans chaque type de vélo, il y a 5 catégories de 1 à 5, où 1 c'est le handicap le plus lourd, jusqu'à 5 le moins lourd. Et avec ce que tu disais, 2 lettres avant, la première c'est soit M, soit W pour men ou woman, et la deuxième c'est C pour cycle en solo, T pour les tandems, H pour les handbikes, voilà. Et dans chaque catégorie comme ça, il y a les seniors, donc les 15-45, et les masters, les 45 et plus catégorie d'âge. Donc là, moi, j'ai 17 ans, je suis en MC3 et je cours avec des gars qui ont entre 15 et 45 ans. Ouais, et ça veut dire que sur ces courses-là, tu te retrouves avec des mecs qui ont fait les JO, quoi. Oui, ça. Et puis en plus, là, jusqu'à maintenant, j'étais en MC2.
Quand je suis allé faire ma Coupe du Monde à Ostende début mai, là, je suis passé en classification avec les médecins classificateurs de l'UCI. Ouais. Et j'ai changé de catégorie, je suis passé en MC3. Sauf qu'en fait, j'ai pas, enfin, c'est complexe les catégories, mais pour beaucoup de gens, enfin, là, il y a personne dans le paracyclisme qui comprend pourquoi est-ce que je suis passé en MC3. Du coup, je cours avec des gars je cours contre des gars qui sont bien moins handicapés que moi. Donc forcément, c'est plus facile pour eux aussi et c'est plus difficile pour moi. Et malgré ça, tu fais quand même 6e. Et malgré ça, je fais 6e. Ouais, donc c'est quand même... j'espère qu'ils vont te recatégoriser dans la bonne catégorie. Oui. Mais c'est quand même impressionnant d'aller faire... Parce que 6e, d'aller sur 18, c'est-à-dire que t'es dans le premier tiers alors que déjà t'es jeune par rapport à d'autres, donc t'as encore une grosse marge de progression, et puis surtout de ce que tu dis, t'es pas dans la bonne catégorie, donc forcément il y a pas grand chose pour t'aider là sur ce coup-là. Oui, c'est ça. Et à Ostende, t'as fait donc 6e contre la montre, 6e sur l'épreuve sur route. C'est combien de kilomètres? Ça c'était les championnats de France. Ah, c'est les championnats de France, excuse-moi. Et à Ostende, ça a donné quoi? À Ostende, du coup, c'était ma première course dans ma nouvelle catégorie. Ouais. Sur le contre-la-montre qui se faisait à Ostende, vraiment, j'ai fait 20 sur 27. Mais parce que, enfin, aussi, c'était ma première course. Et puis, j'étais sur un vélo tradi. Alors que c'est les meilleurs mondiaux et qui ont du coup des vélos de chrono ultra chers. Ah ouais. Mais ça a changé parce que depuis hier, je suis propriétaire d'un Chive TT 2019. Je vais pouvoir faire mes premiers chronos avec. Et sur la course en ligne qui se faisait à Bruges, là j'ai fait 16e sur 27. Et j'étais mieux. Et du coup, voilà, comme c'était ma première compétition dans cette nouvelle catégorie, je m'étais pas mis trop d'objectifs. Et je suis plutôt satisfait. Je sais que je pouvais pas faire mieux. En tout cas, sur la course en ligne, c'est sûr que je pouvais pas faire mieux. Parce que j'arrive pour la 12e place et le 11e, il est plusieurs minutes devant nous. Donc voilà, il n'y avait rien à faire. Et après, sur le contre-la-montre, j'aurais pu faire un tout petit peu mieux peut-être, mais parce que sur le dernier tour, j'avais un tandem juste devant moi, sauf qu'on n'a pas le droit de prendre les roues, ce qui est normal. Ouais. J'avais pas assez de force pour le doubler, sauf que quand j'étais derrière, assez loin derrière pour pas me faire prendre par les commissaires qui étaient juste derrière moi sur le scooter en plus, donc j'avais la pression. Mais quand j'étais derrière, en fait, je donnais pas complètement tout, sauf que j'avais pas assez non plus pour les doubler, donc c'était un peu... Ouais, t'étais un peu coincé, quoi. Ouais, voilà, j'étais coincé. Mais sinon, aucun regret. Ok. Et après, juste pour finir sur mes résultats cette année, en mars, j'ai fait une Coupe de France à Paris dans mon ancienne catégorie, du coup en catégorie MC2, et où là j'ai gagné sur la course en ligne et sur le contre-la-montre. Et après, c'était en mai, mi-mai, j'ai fait une autre Coupe de France. Et là, j'ai fait 3e dans ma nouvelle catégorie sur la course en ligne et sur le contre-la-montre. Ok. Est-ce que tu dirais que ces 2 saisons, 2024 et 2025, qui est toujours en cours parce qu'on est au milieu de la saison 2025, est-ce que tu as l'impression d'avoir passé un cap, tu vois, passé un palier? En niveau ? Ouais, en niveau, ouais. Oui, je le vois très bien. Même, j'étais à Ostende sur la Coupe du Monde l'année dernière, en 2024, à la même période, et on voit très bien que j'ai passé un niveau. Et c'est surtout grâce au fait que depuis septembre, j'ai un entraîneur, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de paracyclisme, donc qui connaît le monde para aussi. Donc il adapte très bien pour moi. Il connaît ma pathologie
il sait ce que ça peut amener le fait d'être en situation de handicap. Donc tout ça fait que j'ai un programme d'entraînement adapté, très bien adapté à moi et à mon handicap. Et ça m'a permis de bien progresser depuis septembre. Ok. Si on parle de chiffres, t'as combien d'heures d'entraînement en semaine si tu prends tout ce qu'il te faut pour être performant? Parce qu'on sait que le vélo, c'est pas juste pédaler, il y a plein de choses qui vont autour. On en a parlé tout à l'heure, hein. Le travail de la position. Ici, t'as un nouveau vélo, donc il va falloir aussi retravailler la position, réadapter. Il y a tout l'aspect autre que juste le vélo, les exercices peut-être que tu dois faire, etc., de renforcement et tout ça. T'es à combien d'heures par semaine si tu prends tout dans la globalité? Je suis entre 10 et 12. Entre 10 et 12 heures d'entraînement en semaine. Vélo, renforcement musculaire, préparation mentale aussi. Ouais. Voilà. Et là, je suis depuis le début de l'année, je suis à 230 heures pour 5800 km et 80 000 mètres de dénivelé positif. Wow. Ouais, c'est costaud, hein. C'est vraiment costaud. Et ici, t'as pris des points UCI. Pas les premiers, mais tu as pris des points UCI. Ça te positionne dans un beau top 30, top 25 mondial UCI en MC3. Est-ce que tu regardes ton classement ou est-ce que tu regardes juste le travail et tu fais pas attention au classement UCI? C'est compliqué. J'essaye de pas me focaliser là-dessus, de regarder vraiment juste les progrès et aussi pour les courses justement en course nationale parce que le fait de courir contre des gars qui sont champions paralympiques, des fois tu te compares à eux. Mais t'as pas à le faire parce que ils sont moins, on n'a pas le même handicap et ils ont 10 ans, 8-10 ans de plus que moi. Donc il y a plein de choses qui changent. Du coup, j'essaye surtout de me focaliser sur mes progrès par rapport à moi sur l'année dernière par rapport à cette année par exemple. Mais là, la saison est pas terminée, donc j'ai pas encore regardé mes points UCI. Et en plus, j'ai changé de catégorie cette année, donc c'est encore plus compliqué. Ouais. Mais l'année dernière, sur la saison 2024, j'ai terminé 22e sur 66 sur le classement UCI mondial dans mon ancienne catégorie, donc dans le premier tiers, pile poil dans le premier tiers. C'est quand même assez impressionnant parce que c'est quand même le classement c'est le classement mondial pour ta catégorie. Donc c'est-à-dire qu'en 2024, t'es le 22e meilleur coureur dans ta catégorie. Oui, c'est ça. Tu vois, moi je trouve ça quand même assez fou parce que 22, quand tu vois le nombre de cyclistes et paracyclistes, être dans ta catégorie le 22e, ça montre quand même qu'il y a quand même un gros niveau et un gros entraînement derrière. Donc félicitations pour ça. Merci. Après, on est beaucoup moins qu'en cyclisme valide. Et là, c'était 22e sur 66. Mais par contre, ces 66-là, c'est les 66 qui ont marqué des points UCI. Donc, il y en a aussi qui font des courses paracyclistes sans prendre de points. Sans prendre de points et c'est pas sur toutes les courses qu'il y a des points à prendre non plus. Là, les points, c'est sur les coupes du monde, en sachant qu'il y a que 3 coupes du monde sur l'année, une début janvier en Australie, une début mai en Belgique, là au stand, et une mi-mai en Italie. Et sinon, c'est les championnats nationaux et les courses qui comptent pour le classement UCI, des courses internationales, mais qui sont pas Coupe du Monde non plus. C'est juste ces 3 types-là qui font remporter des points. Ouais, c'est clair. Mais surtout que si on faisait le parallèle pour aller chercher un gars qui est toute catégorie confondue chez les valides, des gens qui sont dans le premier tiers ayant des points UCI, tu tombes quand même sur des machines, tu vois, que ce soit en junior ou chez les espoirs ou chez les pros, ceux qui font partie du classement et qui sont dans le premier tiers, c'est quand même les grosses machines. Donc là, tu fais partie des machines du cyclisme, tu vois. Oui, un certain niveau de machine, parce que là, moi, en MC3, dans ma nouvelle catégorie, celui qui gagne au stand,
Et ben c'est un copain parce qu'il est français, il est paracycliste français. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. Je le connaissais avant même de faire des compétitions, et il a juste un an de plus que moi. Ouais. Mais par contre, on a le même handicap, mais lui, il est atteint à moindre niveau par rapport à moi. Ok. Et en fait, il a un an de plus que moi, mais moi, je fais 20e, lui, il gagne le chrono de la Coupe du Monde. Ouais. Donc, après, là, il a qu'un an de plus que toi, mais comme tu dis, il y a le fait que les catégories sont pas toujours. Tu vois, ici, il y a quand même une espèce d'injustice dans la catégorisation. Oui. Donc voilà. Mais surtout, quand tu vois ceux qui sont performants après aux Jeux paralympiques, surtout dans le cyclisme, on parle plutôt d'athlètes qui ont entre 27 et 35 ans, tu vois, dans la moyenne. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, t'as encore 10 ans avant d'arriver au pic de ce que tu vas avoir. Donc, oui. t'es encore très large. Hein. Oui. Donc, et pour les classifications aussi, en fait, c'est en fonction des médecins classificateurs. Ils vont pas forcément mettre dans la même catégorie. Là, cette année, il y a un des 3 classificateurs qui était là aussi pour ma classification l'année dernière. L'année dernière, il m'avait mis en 2. Et cette année, il était là, mais il m'a mis en 3. Ça, je trouve ça fou, ça. Qu'on puisse changer alors qu'il n'y a pas d'amélioration ou de dégradation du handicap, tu vois. Après, il y en a, des fois, ça s'améliore ou ça se dégrade. J'ai un autre copain paracycliste français. Lui, entre l'année dernière et cette année, ça s'est beaucoup dégradé, mais à un point énorme. Et donc, il a changé de catégorie, mais heureusement qu'il a changé de catégorie parce que ça aurait été très injuste, encore plus que pour moi, s'il l'avait pas été. Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce que quand tu vas faire des courses avec les valides, c'est parce que tu aimes bien ça, tu prends quand même du plaisir, ou c'est parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre pour que tu puisses faire des courses d'entraînement ? Au début, j'aimais ça, on va dire. Après, oui, ça. Au début, j'aimais ça, et là, maintenant, c'est ma première saison avec en Access aussi. Et souvent, c'est des Open 2-3 Access mélangés. Donc, la différence de niveau entre moi qui suis Access 1 et les Open 2, elle est énorme. Ouais. Et du coup, oui, là, maintenant, les courses valides, j'y vais parce que il n'y a pas de course paracycliste. Et c'est pour prendre du rythme, pour progresser et tout ça. Surtout que j'y vais. Ok. Et toi qui fais les deux, y a quoi comme différence ? Tu vois quoi comme différence au niveau de la tension de course, de la façon de courir entre les courses handisport et les courses chez les valides ? Déjà un peu avant la course, il y a plus de tension chez les valides que chez les handis, où là c'est détente, ça rigole, tout ça. Surtout en Coupe de France. Après, quand on commence à être en Coupe du Monde, là, même chez les valides, il y a du stress et il y a de la tension. Mais voilà. Et sinon, le point le plus important en termes de différence, je trouve, c'est le frottement. Enfin, en valide, ça frotte en permanence. On est à 2 doigts de se faire tomber. On joue des coudes, tout ça. Moi, je sais pas faire ça encore, mais c'est ce qui se passe dans les pelotons valides. En peloton para, on est tous handicapés et donc ça frotte pas. Il y a de l'espace entre chacun. C'est beaucoup plus détente sur ce point-là en valide qu'en paracyclisme. En paracyclisme qu'en valide, je veux dire. Ok. Et moi, ça me fait très peur le fait de frotter comme ça. Ah bah ouais, mais si tu n'y es pas habitué, puis comme tu dis, c'est pas agréable parce que là, par contre, il y a vraiment une inégalité parce que tu peux pas frotter en étant avec ton handicap que sans, tu vois, c'est impossible de pouvoir mettre la même énergie, de mettre, enfin c'est même dangereux pour ceux qui viennent frotter, tu vois, c'est inconscient un peu. Et puis moi, je tiens pas très bien l'équilibre sur mon vélo. Dès qu'on me touche un peu, je peux tomber facilement. Donc forcément, c'est beaucoup plus dangereux aussi. Ouais, c'est clair. Comment tu définirais les structures d'accueil et le suivi au niveau régional et fédéral du handisport ?
Bah, il y a, en fait, en France, il y a les comités départementaux handisport, dans chaque département. Et au-dessus, il y a les ligues régionales handisport. Ouais. Et après, bah, au-dessus, c'est c'est la Fédération française handisport. Et la Fédération française handisport, il y a les délégations pour chaque sport para, sauf certains, comme la natation ou l'athlétisme, où en fait, c'est une fédération pour la France. La natation, la Fédération française de natation, elle regroupe la natation valide et la natation para, Ouais. comme pour l'athlétisme. Alors que, et en fait, le cyclisme, nous, ça fait 5 ans que la FFC et le paracyclisme disent qu'ils vont fusionner. Et ça fait 5 ans que la FFC ne veut pas, parce que en fait, ils veulent pas donner de sous au cyclisme handisport. Ils trouvent que il y a pas assez de vues et c'est pas assez regardé, et donc ça rapporterait pas. Et voilà, en gros. Mais donc, entre le discours en public, la politique en public et la politique intérieure, c'est pas du tout la même. Et il y a une grosse différence. Oui, il y a une grosse différence. Et même, en fait, là, moi, j'ai réussi à rentrer au lycée à Villefranche l'année dernière, parce que c'était un lycée affilié Paris 2024, donc qui jouait sur l'inclusion pour les jeux, pour les sportifs, même s'ils allaient pas aux jeux, mais voilà. Et en fait, on était 2 dans ma classe à être en situation de handicap, à faire du sport. L'autre, il fait toujours du basket fauteuil, et il n'a pas pu intégrer la section. Et moi, j'ai pu intégrer la section cyclisme. Il n'a pas pu intégrer la section basket parce qu'il y en avait une aussi. Et moi, j'ai pu intégrer la section cyclisme, mais au mois de février, ils m'ont demandé de partir. Du coup, j'ai dû arrêter en plein milieu de l'année. Et j'allais au lycée à plus de 2 heures de route de chez moi, juste pour pouvoir faire du vélo. Et je me suis retrouvé pendant 4 mois à aller à un lycée à 2 heures de route, sans même pouvoir m'entraîner. Donc ça, c'était difficile, ça. Et puis du coup, cette année, pour la première, je suis en première générale là, et j'étais au CNED, donc les cours à distance, parce que en fait, c'était soit je retournais dans un de mes lycées de secteur, un lycée classique, où du coup je faisais, j'avais les cours et je m'entraînais pas, ou à peine juste le mercredi après-midi. Et sinon, bah, la solution, c'était de faire le CNED pour pouvoir m'entraîner, continuer les études, parce qu'il ne faut pas arrêter si près du bac, moi, je pense. Et puis, bah, quand même, continuer le sport, parce que bah, je ne voulais pas arrêter. Ouais. Donc, tu passeras ton bac l'année prochaine, c'est ça ? Oui, l'année prochaine. Okay. Là, j'ai passé les épreuves de français. Ouais. Et l'année prochaine, ça sera les autres. Ouais, donc vu que tu le fais à distance, tu as déjà passé une partie de ton bac ici cette année. Oui, bah en fait, c'est comme pour tout le monde, mais il y a du contrôle continu sur la première pour certaines matières. Et puis, bah, il y a les épreuves anticipées de français au mois de juin, que je suis allé passer dans un lycée, dans un centre d'examen, dans un lycée, voilà, comme les autres. Ouais. Et puis, bah, en fait, c'est comme pour les lycéens qui sont au lycée. Juste moi, je suis à la maison pour le contrôle continu. Ok. Et donc tu as dû quitter la section cycliste. Tu as eu une explication de pourquoi ils te demandent de partir, tu vois? Parce que, par exemple, moi, je pense à un truc, en Belgique, ce serait inconcevable. Tu vois, tu peux pas dire à quelqu'un de s'en aller s'il est inscrit. En fait, j'ai fait une crise d'épilepsie pendant un entraînement, à un moment où mon traitement était plus assez stable. Depuis, il s'est restabilisé, ça va très bien. Mais j'ai fait une crise d'épilepsie, et même nous, on n'avait jamais vu une crise d'épilepsie aussi forte venant de ma part. Et en fait, je l'ai faite pendant un entraînement du club. Et j'ai fait tomber personne, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'accident là-dessus. Je l'ai senti venir, je me suis arrêté et j'ai prévenu, je savais ce que c'était et tout ça.
mais en fait, il y a eu complications et je suis parti en réanimation plusieurs jours parce que ça a été très dur. Et du coup, le club et la section ont pris peur. Okay. Et pendant les entraînements de section, vraiment, il n'y a qu'un encadrant pour les 7 qu'on était à la section. Et du coup, si je faisais une crise pendant un entraînement de section, il faut que je parte à l'hôpital avec quelqu'un, sauf qu'avec un adulte. Ouais. Sauf que si l'adulte qui est présent, il part avec moi, il peut pas ramener les autres au lycée. Ok, je comprends. Voilà. Et moi aussi, je comprends. Je suis tout à fait d'accord. Ils ont eu peur sauf que en fait, le club de Villefranche, c'est un très gros club parce qu'ils ont une équipe DN1 qui fait des courses pro quasi maintenant. Et du coup, ils ont beaucoup de staff. Ils ont des encadrants à gogo quasiment. Mais voilà. Et du coup, ils auraient pu peut-être m'en mettre un à disposition, sauf qu'ils n'ont pas voulu. C'était à moi de le chercher. Et il va trouver quelqu'un qui travaille pas les mardis après-midi et les jeudis après-midi, qui a le niveau, parce que on faisait des sorties à 28-30 de moyenne. Du coup, même quelqu'un en vélo électrique ne peut pas nous suivre, comme le vélo à 25, à 25, voilà. Et puis en plus, il y a même si j'en fais pas beaucoup, mais il y a une petite responsabilité si je fais une crise. Et donc, on n'a pas trouvé. Et du coup, j'ai pas pu reprendre la section, et c'est pour ça. Et après, c'est dommage, mais je comprends très bien le point de vue du club qui s'est fait peur. Et voilà, tout au fond, c'est difficile. Au fond de moi, c'est difficile pour moi, mais en fait, pour de vrai, je les comprends. Et ouais. Voilà. Ouais, c'est clair, je comprends mieux. Tu participes toujours, je pense, au programme de la jeunesse à potentiel national, donc française. Tu nous as un peu parlé de la gestion cours, entraînement, compétition, vu qu'on sait que tu fais les cours à domicile, tu vas passer tes examens dans les lycées, etc. Oui. Mais au niveau jeunesse à potentiel, est-ce que tu sens que la fédération croit en toi? Donc pour des objectifs, par exemple ici, tu vas peut-être commencer à penser tout doucement aux prochains Jeux paralympiques qui auront lieu en 2028 à Los Angeles. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été bien encadré? Est-ce que tu as l'impression d'être bien encadré pour viser ce genre d'objectif? En fait, déjà, ça fait 5 ans que je participe aux Jeux, au JAP, donc les jeunes à potentiel, un stage national qui se fait à Bourges en octobre tous les ans, où on fait, parce que du coup, oui, je fais de la piste aussi. Ouais. Je fais du vélodrome. Parce qu'en paracyclisme, il y a très peu de courses et donc on est obligé de faire de la piste aussi. Mm-hmm. Et du coup, ça fait 5 ans que l'équipe de France suit le staff de l'équipe de France suit ma progression année après année. Et du coup, ils m'ont bien repéré déjà. Et ça, c'est bien. Après, je côtoie un peu le sélectionneur de l'équipe de France et on en discute. En fait, il y a ces stages-là au niveau régional et niveau national pour détecter les potentiels futurs élites de chaque sport handi. Mais en fait, entre ces stages de détection et le moment où tu es en équipe de France, où tu es au plus haut niveau, il n'y a rien. Il y a un énorme trou. Et ça, tout le monde le sait. Mais tu passes directement de la détection au niveau équipe de France. Et moi, ça fait 5 ans que je nage entre les deux. J'ai déjà été détecté, je suis au-dessus de ça, mais je suis pas encore en équipe de France non plus. Et du coup, là, il manque quelque chose entre les deux. Et c'est ça, il y a un énorme trou et qui est pas facile à combler. Mais là, cette année, en 2025, je suis sur liste ministérielle aussi. Je sais pas, tu vois ce que c'est les listes ministérielles? Non, mais tu vas nous expliquer. Hein. Oui,
En fait, le ministère des Sports, en valide et en para, les deux, il tient tous les ans, il y a une liste qui est refaite avec les sportifs. Il y a plusieurs catégories de sportifs, mais moi je suis dans la catégorie espoir en paracyclisme. Et du coup, pour chaque sport, il y a une catégorie espoir où ils détectent les futurs, les jeunes qui pourraient potentiellement dans le futur performer dans leur sport en valide ou handi. Et ça, du coup, on est sur liste ministérielle et ça peut ouvrir à des bourses ou des aides, tout ça. Et puis, bah, ça fait une visibilité aussi par le ministère des Sports. Ouais. C'est bien aussi. Et là, cette année, moi, c'est ma première année et ça m'a permis d'avoir il y a un suivi médical réglementaire avec des examens à passer. Donc des examens de routine, on va dire bilan sanguin, bilan dentaire, tout ça, mais aussi un test à l'effort et des examens plus poussés comme ça qui permettent d'avoir des informations encore plus précises sur le corps pour la pratique du cyclisme. Je suis en contact avec un centre de parasport à Garches, à côté de Paris, où en fait il y a plein de personnes différentes, des métiers différents, et qui me suivent, et on va pouvoir adapter mon vélo avec les adaptations les plus performantes pour gagner encore en performance justement, mais aussi sur le côté physique, donc pas que sur le côté du vélo, aussi sur mon corps, qu'est-ce que je pourrais mettre pour que ça soit encore plus performant, par exemple. Ok, mais du coup, tu rêves des JO 2020, enfin des Jeux paralympiques 2028 ou pas? Est-ce que tu y penses souvent ou est-ce que c'est encore un objectif trop loin? Bah, j'y pense, oui, j'y pense très souvent. Après, je garde les pieds sur terre. Je sais que c'est dans 3 ans. 3 ans, ça passe vite, quand même. Donc, je rêverais d'y être. Après, je me dis, si c'est pas 2028, ça peut être 2032 aussi. Ah bah c'est l'avantage quand on a 17 ans, tu vois. Bah c'est ça, justement, oui. Et après, bah, je me suis dit, si j'arrive à être au jeu à LA en 2028, l'objectif, ça pourrait être de participer en 2028 et d'avoir une médaille en 2032. Ouais, exactement, ouais. Parce que juste en 2028, j'aurai 20 ans, et en 2032, 24. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Ouais. Et si tu y vas, tu veux briller dans une des disciplines ou tu te dis que tu vas sur piste, sur route et en contre-la-montre? Bah, en fait, en paracyclisme, on est obligé de faire les trois. Parce que bah, c'est ça, il y a pas beaucoup de courses, et du coup, on est obligé. Enfin, en tout cas, en paracyclisme, en solo, parce que bien sûr, ceux qui sont en tandem, si les tandems, ils vont sur la piste, mais ceux qui sont en handbike, ils vont pas sur la piste. Donc voilà. Mais si je vais aux Jeux paralympiques, j'irai sur les trois. Par contre, moi, la piste, j'ai beaucoup de mal parce que déjà, j'en fais pas assez. J'ai pas de piste à proximité, donc forcément, je m'entraîne pas beaucoup, et donc forcément, j'ai du mal. Mais ça me fait flipper l'inclinaison à 45 ou 55 degrés dans les virages. Ça, je sais le faire maintenant. Ça fait 5 ans que je fais de la piste quand même, mais pas assez pour être ultra à l'aise non plus. Et puis ça, sur les stages JAP, j'en fais, et on est en peloton tout en haut quasiment quand même. Donc je vais pas dire que je sais pas en faire, juste j'ai peur. Pas à l'aise encore. Ouais. Je suis pas à l'aise, et je vais aller faire les championnats de France sur piste en septembre, mais il y a une course où on sera en peloton, le scratch.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Podcast et Vélo, le podcast où le cycliste s'écoute autrement. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre forte, inspirante, avec un jeune cycliste qui bouscule les codes du sport et de la vie. Laïs Joly-Brunet a 17 ans, il est hémiparésique de naissance suite à un AVC, mais ça ne l'a jamais empêché de rouler. Il a déjà traversé l'Auvergne, longé la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique et depuis, il grimpe les codes, participe au stage de la jeunesse nationale, engagé en handisport et en compétition valide. Laïs est un jeune qui roule loin, vite et avec la tête bien sur les épaules. Bonjour Laïs. Bonjour. Alors, comment tu te définirais en une phrase, Laïs ? Moi, je suis cycliste handisport qui court sur le milieu paracycliste et valide. Et je commence à avoir un bon niveau. J'ai 17 ans. Ouais, on va revenir sur ton niveau parce qu'effectivement, j'ai été voir un petit peu ton classement et tu as des points UCI, on va y revenir un petit peu plus tard. Si on reprend depuis le début, Laïs, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et comment tu es tombé amoureux du vélo ? Comment ça se fait que tu as choisi le vélo ? Moi, je viens d'une famille où le vélo fait partie du mode de transport. On fait du vélo comme moyen de déplacement en mobilité douce. Donc à la base, c'est pas du tout un sport en compétition dans ma famille. Et j'ai été mis sur un vélo tout petit et j'ai commencé à faire des voyages très jeunes jusqu'à 2021 où à ce moment-là j'ai commencé à vouloir faire de la compétition et à progresser, avoir un bon niveau. Et j'ai fait mes premières compétitions en 2023. Du coup, là, je suis sur ma 3e saison. Donc, le vélo, à la base, c'est un mode de transport juste pour les vacances ou vous l'utilisez aussi au quotidien ? Non, c'est un mode de transport au quotidien et pour les vacances, mais c'est vraiment en tant que mobilité douce. Ok. Je l'ai dit et tu l'as dit dans ta présentation, tu es hémiparésique. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui n'auraient pas le terme ? Alors, moi, je suis hémiplégique. Une hémiplégie, c'est une paralysie d'un des côtés du corps, paralysie complète, paralysie de tout le côté, mais sans être complètement paralysé, où du coup, pour moi, je suis paralysé à droite et ma main droite, avec, je ne peux pas faire grand-chose. Et j'ai beaucoup moins de force sur la jambe droite, ainsi que 2,5 cm d'écart entre les deux jambes de longueur. Ça implique quoi au quotidien, en dehors du vélo ? Ça implique de pas pouvoir porter des choses avec la main droite. Moi, je ne peux que poser sur mon avant-bras. J'ai pas assez de poigne pour porter un plat pour la cuisine, par exemple. Ça implique de pas pouvoir couper sa viande quand c'est trop dur. Voilà, surtout c'est surtout pour la cuisine que c'est compliqué. Et après, ça implique d'autres choses, mais on s'y habitue et on fait avec. Il y a pire. Ok, c'est marrant de t'entendre dire ça parce que quand tu en parles, on dirait que c'est pas si handicapant que ça et que finalement tu t'en sors bien et c'est parce que probablement que tu t'en sors très bien malgré ça. Est-ce que avec le vélo, ça t'a procuré quoi ? Tu considères que c'est un espace de liberté ou c'est un autre défi ? Ou alors c'est vraiment juste le fait de te déplacer et qu'un jour tu te dis je vais vraiment faire comme mes parents et me déplacer à vélo ? Juste pour revenir sur ce que tu dis, que t'as l'impression que ça m'handicape pas trop, c'est surtout parce que en fait, je côtoie le monde paracycliste avec des handicaps très différents, et c'est là que je vois que je suis loin d'être le plus handicapé et d'être le plus à plaindre. C'est pour ça que je relativise, et voilà. C'est top, c'est vraiment bien comme mentalité et c'est assez bluffant. Moi, honnêtement, je suis bluffé par ce que tu dis parce que on a beaucoup de gens qui eux n'ont parfois rien et se plaignent et toi tu t'es porteur d'un handicap et tu estimes que ça va encore parce qu'il y a pire. Donc c'est vraiment une belle mentalité. Oui.
Ouais, donc le vélo pour toi, c'est un espace de liberté ou c'est après avoir débuté, tu vas le vivre comment? Bah, le vélo, oui, pour moi, c'est un espace de liberté, une échappatoire aux problèmes de la vie quotidienne que je peux rencontrer, entre autres à cause du handicap quand même. Et après, j'adore ça pour la liberté, les paysages que l'on peut voir, la vitesse, la sensation de vitesse quand on commence à en prendre dans les descentes. Et puis, je suis fier d'être cycliste avec mon bronzage aussi, donc j'aime bien aller rouler quand il fait chaud pour accentuer le bronzage. Ok, ben on y reviendra un peu après, mais au tout début, ça a quand même dû. Enfin, quand je dis qu'on y reviendra après, on reviendra sur tout le matériel dont tu as besoin pour pouvoir rouler. Mais au début, ça doit quand même être un vrai défi parce que se mettre à faire du vélo quand on est 100% valide, c'est déjà une étape. Mais alors, en étant porteur d'un handicap, c'est encore un défi en plus. Est-ce que tu te souviens comment tu as vécu ça? Bah, c'est sûr que c'est une expérience, c'est dur. Moi, j'ai vécu ça petit à petit parce que au début, j'avais un vélo, un VTT, cintre plat, tout ce qui est de plus basique, et où du coup, j'avais juste besoin d'avoir tout à gauche et d'un coupleur de frein, mais pour pouvoir avoir qu'une commande pour les deux freins, ce que j'ai toujours, mais au tout début c'était les premiers prix, trucs basiques, donc ça allait. Et parce que je faisais juste des tout petits tours, j'avais 10 ans, je faisais à peine 10 kilomètres à chaque fois, voilà. Ok. Euh, Donc tu nous as dit que tu es hémiplégique exactement. Cette naissance, c'est suite à un AVC à la naissance. Et pourtant, en plus de faire du vélo, tu fais du vélo à haut niveau, même à très haut niveau. C'est une belle leçon de détermination. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta pratique du cyclisme au quotidien malgré cette hémiplégie? Je vais juste préciser, Ouais. je suis aussi épileptique, je suis hémiplégique et épileptique, donc je fais des crises d'épilepsie parfois, mais quand je suis plus sous traitement, là je suis sous traitement et ça arrête les crises. Ouais. Mais voilà. Et après, sinon, ma pratique du cyclisme au quotidien, en fait, il y a 2 ans, quand j'étais en troisième, j'étais au collège à 5 kilomètres de ma maison et j'avais pas de transport scolaire, donc j'y suis allé à vélo pendant toute l'année scolaire, pendant tout l'hiver, en sachant que j'habite en Auvergne, donc il fait pas très chaud l'hiver. Voilà. Et après, maintenant, la pratique du cyclisme, c'est toujours un peu pour de l'utilitaire, des déplacements quand il y a besoin. Et après, sinon, c'est beaucoup en entraînement. Parce que j'ai un coach, j'ai capteur de puissance, je m'entraîne vraiment comme il faut. Ok. Mais c'est pas étonnant quand on voit les résultats que tu as en course UCI, en Coupe du Monde UCI. Effectivement, on se doute bien qu'il y a beaucoup d'entraînement et de travail derrière tout ça. Il y a ici des questions que je vais poser qui vont te sembler un peu, on dit qu'il n'y a pas de questions idiotes, mais je connais déjà la réponse, mais c'est des questions surtout pour que les gens qui nous écoutent puissent se rendre compte de comment tu vis en tant que cycliste. Donc, sois pas surpris par les questions, c'est vraiment pour faire comprendre aux gens qui connaîtraient pas du tout le handisport ou le handicyclisme ici dans ton cas, quels sont les défis auxquels tu dois faire face tout au long de ta pratique, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. T'en as déjà un petit peu parlé, mais en fait, tu as un coupleur de frein et une commande spéciale à gauche parce que, comme tu l'as dit, tu sais pas faire grand-chose avec ta main droite. Donc, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, en fait, avec ma main droite, je peux juste la poser sur le cintre à différents endroits, mais juste la poser et je peux rien faire d'autre. Et du coup, j'ai j'ai un coupleur de frein, un coupleur en T où il y a en fait du côté de la cocotte, il y a un câble qui arrive
Et de l'autre côté, il y en a deux qui ressortent, un qui part sur le frein avant et un qui part sur le frein arrière. Et en fait, j'ai des molettes pour régler le freinage avant et arrière séparément. Donc voilà. Et après, pour les changements de vitesse plateau, en fait, je suis en électronique, en SRAM Red AXS. Et ça permet avec l'électronique, je peux avoir un mode, le séquentiel, qui permet de pas passer les plateaux. En fait, je gère juste les pignons. Et en fonction de où est-ce qu'est la chaîne sur la cassette, pour pas que ça se croise trop, les plateaux montent ou descendent automatiquement. Ok. Ah, c'est pratique ça. Donc l'électronique sur le vélo t'aide beaucoup. Oui. Donc c'est grâce à ça que je peux passer sur l'électronique et gagner encore en fluidité de passage de vitesse. Oh, bah oui, mais ça veut dire que si on voyait ton vélo, t'as un vélo qui est pas très différent d'une personne valide. Non, à première vue, de loin, on voit pas du tout que c'est un vélo d'une personne en situation de handicap. Et après, les seules modifications vraiment visibles, c'est le coupleur de frein au centre du cintre et puis une cale sur la pédale droite pour compenser les 2,5 cm d'écart que j'ai. Ok. Tu parlais de capteur de puissance parce que tu es suivi, etc. Tu t'entraînes bien. Est-ce qu'avec ton capteur de puissance, est-ce qu'il fait équilibre jambe gauche, jambe droite ? Pas encore. J'ai pas encore réussi à investir là-dedans, mais c'est l'idée pour plus tard. Par contre, j'ai fait des tests pour la force. J'ai fait un test isocinétique, ça s'appelle. Et on a pu mesurer mes différences de force entre jambe gauche et jambe droite. Et au maximum, j'ai 3 fois plus de force dans la jambe gauche que dans la jambe droite. Ah oui, ok. Donc, ça veut dire que si tu es capable de mettre 200 watts à gauche, 300 à gauche, tu vas pouvoir mettre 100 watts à droite, quoi. Ça dépend des fois, ça dépend de comment est-ce que je suis placé, mais oui. Ok. Et toi, quand tu pédales, tu sens qu'il y a une différence entre ta jambe gauche ou ta jambe droite au niveau de la force que tu es capable d'y mettre? Tu sens vraiment qu'il y a un manque dans la jambe droite? Oui, je sens. Oui, c'est flagrant. Ok. Et après, sur la position aussi, je suis un peu comme un. Enfin, j'ai mon épaule gauche qui est beaucoup plus haute que mon épaule droite. Ok. Et pour le coup, quand quelqu'un me voit sur mon vélo, c'est tout de suite repérable que je suis en situation de handicap grâce à ça. Ok. Mais ça veut dire qu'en plus de travailler tout l'aspect cyclisme qu'on travaille tous, toi tu dois travailler le geste parce tu le fais pas instinctivement. Tu dois travailler la posture et ça doit te fatiguer plus. Ah oui, moi c'est ça. En plus, je fatigue plus rapidement et puis mon pied droit, j'arrive pas à garder le pied dans l'axe de la pédale en permanence. En fait, il fait du gauche-droite permanent. Mon pied droit, il est pas fixe et donc je perds beaucoup d'énergie là-dessus aussi. Donc oui, c'est ça. Ok. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu as fait une étude posturale. Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Tu as vraiment senti une différence entre avant et après? Oui. Déjà, c'est là qu'on a pu se rendre compte vraiment de l'importance de ma différence de longueur entre les 2 jambes. Et du coup, adapter ça avec des cales, tout ça. Et aussi, on s'est rendu compte que j'avais vraiment une position vraiment qui n'était pas du tout adaptée à ma taille sur le vélo, tout ça. J'étais beaucoup trop bas